Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu tester un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur YouTube. C'est-à-dire que normalement, je fais beaucoup de tutos gros et plein de hacks et astuces qui pourraient vous aider au quotidien. Là, j'aimerais revenir sur des trucs un petit peu plus moins concret, moins implicable que j'ai vécu au cours de ces premières années d'entrepreneuriat. Ça fait maintenant un an que je fais des formations gros hacking et j'ai fait plein d'erreurs que je vais essayer de vous aider à éviter. En tout cas, j'aurais aimé avoir cette vidéo moi si vous voulez faire des formations ou si vous voulez lancer un projet de coaching ou de freelance parce qu'on est souvent un petit peu en panique au début. Et on a du mal à se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc je vais essayer de vous donner moi les choses que j'aurais aimé avoir, enfin dire plutôt au Kevin d'il y a un an. On va commencer du coup la première, il y en a 12, du coup il faut être un petit peu concentré. La première chose c'est qu'il faut vraiment se lancer sur quelque chose que j'appelle enfin qu'on appelle le Founder Market Fit. C'est-à-dire que la plupart du temps vous allez réfléchir à plein d'idées de projets. Je pense que fondamentalement les idées de projet elles viennent en faisant des choses qu'on aime bien faire. Pour moi le Founder Market Fit c'est trois choses, c'est dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce que vous aimez faire et surtout, le plus important, c'est quel est l'avantage concurrentiel que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un qui se lance. Moi, par exemple, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai bossé dans l'un des plus grands accélérateurs de start-up d'Europe. Du coup, j'ai réussi à construire déjà un réseau, j'ai déjà été visible, j'ai déjà une expérience aussi dans la pédagogie parce que j'ai créé les formations Gros Hacking là-bas. Donc, ça me donne un avantage, si vous voulez, concurrentiel, du moins au début, pour me lancer dans mes formations qui sont vraiment fondamentales et qui vous permettent d'avoir un impact tout de suite dès que vous arrivez sur un marché. Chose que j'ai pas faite par exemple quand j'ai commencé à entreprendre il y a quelques années, j'ai voulu me lancer dans le tourisme, j'y connaissais rien du tout, j'avais jamais exploré un marché, j'avais jamais rien travaillé dans le tourisme, etc. Donc c'était beaucoup plus difficile pour moi de trouver des premiers clients et de m'appréhender les choses que j'allais découvrir par la suite en fait en faisant des erreurs, etc. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut savoir une chose. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, il est caractéristique de tous les entrepreneurs et je pense que vous l'aurez tout le temps. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est le fait de se dire que vous n'êtes pas légitime à faire quelque chose. D'autant plus quand vous faites des formations en ligne, par exemple, vous pouvez vous sentir illégitime à donner des conseils à des gens qui auront plus de 40, plus de 50 ans. Et du coup, vous allez essayer de compenser par des choses en plus pour vous démarquer. Je ne pense pas non plus que ce soit une bonne stratégie et un bon mindset pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que si vous avez peur de vendre des choses que vous savez faire, ça va être très difficile pour vous de vendre au juste prix et vous allez rapidement être dépassé par les événements. Ce que je veux dire par là, c'est que la vérité sur le marché et sur le prix que vous fixez à quelqu'un, c'est qu'il achète jamais la valeur réelle de quelque chose, il achète toujours la valeur perçue. Et c'est pour ça que le marketing est aussi important aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de montrer que la valeur de votre produit a énormément d'impact dans les business avec les clients avec lesquels vous allez travailler. Du coup, la valeur réelle, c'est ce que vous pensez être et la valeur perçue, c'est ce que votre prospect a. Moi, typiquement, j'ai l'impression que le gros hacking, c'est plutôt facile parce que ça fait plus de 10 ans que j'en fais. C'est un effet Dunning-Kruger assez classique. Il ne faut jamais se dire que ce que vous êtes capable de faire, les autres sont capables de le faire. Et peut-être pour vous rassurer, le conseil que je vous donnerais pour éviter ce syndrome de l'imposteur, c'est essayer de parler à des amis, à votre famille, même à vos parents, pour vous rassurer sur les compétences que vous avez, parce que vous allez rapidement vous rendre compte que vous savez des choses que peu de personnes savent. Et c'est sur ça qu'il faut absolument jouer pour pouvoir entreprendre. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas me spécialiser suffisamment rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des formations gros hacking très classiques, très standards. J'ai commencé à faire une formation voilà, qui parlait de tout en fait et qui n'était pas suffisamment actionnable pour les gens. Donc les gens aimaient bien la formation que je faisais, mais malheureusement elle n'était pas suffisamment actionnable. Donc j'avais beaucoup de mal à le vendre parce que les gens demandaient des choses qui n'étaient pas dans la formation. Du coup, je ne me voyais pas leur mentir et leur dire que ils allaient voir ci, ils allaient voir ça. Ce qui me demandait beaucoup finalement, et on va le voir dans une autre partie, c'était des choses un peu plus actionnables dans le B2B. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup plus de facilité à vendre ma deuxième formation, celle sur le sales hacking, donc qui est vraiment spécialisée dans l'acquisition B2B, que de la première finalement où je me suis dit que c'était trop généraliste et qu'en fait les arguments commerciaux étaient de moins en moins nombreux. Et par conséquent, si vous mentez sur une valeur et si vous survendez quelque chose, un produit, ça risque de porter préjudice à votre offre par la suite et baisser vos taux de recommandation parce que la satisfaction client ne va pas être au rendez-vous et vous n'aurez pas réussi à satisfaire le besoin réel de votre prospect. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il faut vraiment essayer de se lancer sur un marché spécifique, essayer de trouver de votre marché. Je sais qu'on le répète souvent, mais rich is a niche. Moi, j'ai commencé à vendre des formations
très généraliste au début et ça closait pas du tout. La quatrième chose, pardon, c'est que le SEO, c'est pas si difficile que ça au final. La chose qu'il faut se demander, je pense, pour commencer à faire du SEO, moi c'est comme ça que je me suis posé la question en tout cas, c'est deux choses. C'est pourquoi Google existe et comment je pourrais me marier avec Google finalement. Comment est-ce que je pourrais faire que Google m'aime autant que moi je l'aime, parce que j'ai un fort amour pour Google. Euh, Plus sérieusement, en vrai, Google est basé sur le World Wide Consortium, donc le WW. Et le World Wide Consortium, c'est quoi? C'est permettre à n'importe qui, depuis n'importe où, d'accéder à un site internet. Donc moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai commencé à faire du SEO, c'est OK Kevin, optimise ton site au maximum, essayer de le rendre le plus rapide, le plus efficace, le plus performant possible, parce que ça va faire plaisir à Google. Et ça, clairement, ça m'a fait arriver dans les 2, 3 premières pages très rapidement. Donc des outils comme web.dev, ça m'a beaucoup aidé. Href, Ahref aussi, m'ont beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'identifier les pages que je supprimais et avec lesquelles je n'avais pas fait de redirection par exemple. Ça me crawlait tout mon site internet. Donc ça c'est la première chose, vraiment essayez de rendre votre site le plus efficace possible, le plus optimisé possible, le plus rapide possible. La deuxième chose, c'est comment on peut se marier avec Google. C'est comme dans n'importe quelle relation, il faut que Google vous regarde, il faut que Google sache que vous existez. Et donc pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. C'est d'essayer de montrer ces mots-clés sur lesquels vous voulez vous identifier. Donc moi aujourd'hui, sur le mot-clé formation gros hacking, à l'instant de cette vidéo, je suis placé en deuxième position. Avant, j'étais en quatrième, en cinquième, et c'est normal, ça évolue tout le temps. Google fait ses petits calculs jour après jour pour proposer le contenu le plus pertinent. Donc, il faut essayer toujours de se dire comment moi je peux faire en sorte que Google va m'aimer. Et donc, pour que Google m'aime, il faut que le mot-clé que va taper votre utilisateur rentre parfaitement avec le contenu de votre page et que ça fit au maximum avec l'offre. Il faut savoir que je pense et je suspecte que Google analyse beaucoup les trafics et la visite sur vos sites internet, c'est-à-dire que même vos taux de conversion, toutes ces choses-là, Google Analytics, c'est Google. Donc, je pense qu'en dessous de ça, il y a pas mal de secrets qui sont dévoilés. Même la couleur de vos pages, c'est bête, mais moi, je vois beaucoup de couleurs aussi de pages qui ne sont pas du tout visibles. Il faut vraiment se dire que ça doit être accessible à tout le monde, même les aveugles, même les myopes, etc., etc. Donc, faites très attention. Vraiment, le SEO, c'est une arme fondamentale. Ça vous donne une crédibilité sur le marché. Donc, investissez pas trop au début, mais essayez de le faire en parallèle comme j'ai fait. Je pense que ça peut toujours vous aider. Euh, Par rapport à ça, la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que bien entendu, votre légitimité va se baser sur votre expertise. Pour prouver votre expertise, il faut se montrer visible sur les réseaux, il faut se montrer qui on est. Moi, c'est pour ça que ma formation Sales Hacker est aussi efficace, c'est que je vous apprends à booster votre visibilité sur LinkedIn, à montrer que vous êtes un expert. Si je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce que vous allez me voir. Si vous allez me voir, vous allez devenir familier avec moi. Et si vous allez devenir familier avec moi, vous allez me faire confiance. La confiance, c'est vraiment la clé dans un business B2B. Il y a peu de gens qui vont y arriver si vous faites que de la prospection à froid. Il faut vraiment essayer de faire un assemblage de ces deux choses-là, l'attaque à froid et aussi l'inbound, c'est-à-dire la création de contenu, montrer la valeur que vous pouvez apporter à une boîte. Ça peut passer par du conseil gratuit, ça peut passer par la création de contenu, ça peut passer par plein de sujets différents. Faites les choses que vous aimez. La première question qu'il faut se poser quand vous allez créer du contenu, c'est avec quoi vous êtes à l'aise. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est l'oral? Est-ce que c'est la vidéo? Et en fonction de ce pourquoi vous êtes bon et avec lequel vous êtes le plus à l'aise, vous commencez à rédiger. La chose aussi qu'il faut savoir dans le contenu, je pense qu'il ne faut pas créer du contenu, il faut comment dire, il faut euh, en fait créer le contenu que vous faites tous les jours. En fait, ça, ce contenu-là, moi par exemple, les vidéos que je fais, en général, c'est des choses que j'ai appris le jour même. Je le documente. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est qu'il ne faut pas créer du contenu, il faut documenter votre contenu. Dès que vous apprenez quelque chose, vous vous filmez et vous l'enregistrez et vous l'envoyez sur YouTube, etc., etc., etc. Il faut savoir aussi une chose, je pense que c'est une stupidité de penser et de rester focalisé sur un seul canal d'acquisition. Franchement, allez sur tous les canaux d'acquisition qui existent. Moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Je ne suis pas encore sur Twitter malheureusement parce que j'ai pas le temps, mais j'ai essayé TikTok. Franchement, c'est une source de trafic parce que chaque source de trafic va combler l'autre et va vous permettre de plus en plus grossir sur plein de réseaux. Donc franchement, investissez là où vous êtes bon bien entendu, mais aussi sur plusieurs réseaux. Je pense que le livre qui dit
le Blue Lines Framework où il faut se contenter d'un seul canal d'acquisition, etc., dont je parle dans mes formations gratuites d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Je pense que c'est pas forcément vrai aujourd'hui. On vit vraiment dans une ère où il faut envoyer le maximum, le maximum, le maximum de choses pour pouvoir être visible. Et du coup, pour moi, les réseaux sociaux ne doivent pas être limités à un seul canal. Concentrez vos énergies sur plusieurs canaux et vous allez y arriver. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental, je pense, quand vous allez commencer à faire une boîte, c'est que classiquement, vous allez penser qu'il faut penser argent, le ROI, faites tout le temps. Et quand vous faites surtout des formations, et je pense qu'on s'en rend plus compte quand on fait vraiment des formations, parce qu'on aide vraiment les gens à apprendre des choses qui vont leur changer la vie potentiellement. Donc, je veux dire que découvrir son pourquoi vous le faites, et d'où le lien avec le founder market fit qui est hyper intéressant, c'est que plus vous allez faire des choses et plus vous allez avoir envie de d'étendre en fait l'aide que vous voulez apporter à ces personnes-là. C'est-à-dire que moi, je fais des formations aujourd'hui, mais rien ne m'empêche demain de faire du conseil, ce que j'ai déjà fait par exemple. Rien ne m'empêche demain de construire une offre, de créer des produits, ce que j'ai fait aussi avec salesroom.com, vous pouvez aller voir aussi. Donc en fait, tout ça occupe de l'espace. Chaque petite boîte vous amène vers encore plus de personas qui sont identiques à vos formations, même si votre pilier c'est la formation. Essayez d'ouvrir plein d'autres marchés comme ça pour pouvoir créer encore de plus en plus d'effets boule de neige. C'est ce qu'a fait par exemple LinkedIn. LinkedIn a commencé à créer une plateforme virale dans laquelle tout le monde s'est inscrit. Et puis une fois qu'il avait suffisamment de gens, il a créé des offres, donc avec le recrutement, avec le Sales Navigator, avec les outils, etc., etc. Donc vraiment concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait plaisir et ensuite sur ce pilier-là, diversifiez-vous les offres. C'est très 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 embêtant pour moi de rester focus sur une seule activité. Si vous faites du recrutement, je ne sais pas, essayez de faire des articles, essayez de faire des chevals de Troie, en fait un cheval de Troie qui va attirer vos prospects vers votre solution et qui va aider les gens finalement. C'est drôle parce que j'ai eu une discussion comme ça il n'y a pas longtemps, typiquement sur les personnes qui font de la recherche de location pour les étudiants. Il faut essayer de se dire qu'est-ce qui fait kiffer les étudiants aujourd'hui. Je pense que ce qui fait kiffer les étudiants aujourd'hui, c'est d'aller en soirée. Donc pourquoi pas essayer d'aller créer des partenariats, d'aller faire des soirées avec les étudiants. Ce qui aime bien les étudiants, c'est économiser de l'argent sur des choses. Pourquoi pas faire des partenariats avec les gens. Donc en fait, vous avez une multitude de choses à faire à côté de votre business qui peuvent vous ramener encore plus de business. Enfin, une autre chose, c'est la résilience par rapport à l'échec. Souvent, on va penser que la difficulté de toute façon dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est qu'on n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer par la suite. Donc, on est obligé d'être résilient. La gestion de la peur, la gestion de la crainte, la gestion de la souffrance, elle doit être fondamentale et vous devez absolument savoir la gérer dès le début, sinon vous allez faire des nuits blanches et vous n'allez jamais réussir à être productif le lendemain. Ce qu'il faut réussir à se dire, c'est qu'il faut réussir, je pense, et la résilience c'est ça, c'est d'essayer de faire confiance en ce que vous croyez et pas de penser à une semaine près. Moi, j'essaie toujours de me projeter quand il y a des mois qui vont moins bien que d'autres. J'essaie de me projeter à 2 mois, 1 mois, 3 mois. Et du coup, ça me permet de me dire, bah, dans 3 mois, de toute façon, il y aura ça. Donc, ça va rattraper ce mois-ci. Il ne faut jamais rester focus. Et je pense que c'est très, très mentalement difficile de se focaliser sur ça. Mais jamais rester à une semaine de décalage avec vos objectifs. Il faut vraiment essayer de se projeter le plus loin possible. C'est un projet qui va mettre du temps à mûrir. Il faut prendre son temps, pas se précipiter, se contenter de ce qu'on a réussi à faire, pas se mettre trop la pression non plus, essayer d'être relax, ça va bien se passer, de faire confiance en vos solutions et en votre pourquoi vous voulez résoudre le problème. Bien sûr, il y a une grosse différence entre l'obstination et la détermination. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à entreprendre à 19 ans sur mon projet de tourisme. Franchement, j'étais beaucoup trop obstiné, je voulais absolument faire à ma sauce comme je voulais, alors qu'en fait, j'aurais dû beaucoup plus changer et itérer. Donc, tout va se jouer dans votre itération, dans la facilité que vous allez avoir de parler avec votre utilisateur. Et du coup, ça enchaîne justement sur l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est qu'il faut absolument faire partie du cœur de votre écosystème de croissance, dans le sens où vous devez articuler toute votre chaîne de valeur autour de vous-même. C'est très fastidieux au début. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui font du calling, de la vente, du support client, leur site internet, etc. Et je pense que c'est extrêmement important. Par exemple, dans la tech, si vous êtes dépendant d'un tech et que vous voulez changer quelque chose sur votre site et qu'il met une semaine à le changer, ça ne va pas assez vite. Clairement, il va falloir aller beaucoup plus vite et être beaucoup moins dépendant de lui. De la même manière, si vous faites de la vente, vous n'allez pas appréhender les problèmes réels de vos clients et ça va vous porter problème parce que vous n'allez pas réussir à améliorer votre offre.
Donc, ce qui est fondamental, c'est d'essayer de comprendre le plus rapidement possible qu'est-ce que veulent vos clients, pourquoi, comment et de quelle manière vous allez réussir à le résoudre. Parce que vous faites beaucoup d'hypothèses, vos hypothèses la plupart du temps vont être fausses, donc il faut réussir à se remettre en question constamment. Par exemple, ça peut être aussi un avantage concurrentiel. Moi, ce que j'ai appris en parlant avec les gens qui venaient faire mes formations, ce qu'ils me demandaient, c'était Kevin. Bien sûr, au début, il y a eu tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la spécialisation. On me demandait de faire un truc très axé automatisation, scrapping, absorption de données, B2B, etc. Et puis plus j'ai avancé, on m'a dit Kevin, est-ce que tu as aussi un accompagnement? Et bien entendu, une fois qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui m'ont demandé ça, je me suis dit, en fait, l'accompagnement devient une entité de mon offre et j'offre 1 heure d'accompagnement à la fin et je fais un suivi illimité, etc. etc. Et en fait, ça, c'est des avantages du coup c'est des questions que te posent tes clients, mais ces questions-là, c'est extrêmement difficile de les faire remonter quand tu es sales parce que la plupart du temps, tu t'en fous, tu ne contentes que de vendre et du coup, tu survends en général et ton client n'est pas du coup satisfait parce que tu lui as vendu. Donc, améliorer son offre par rapport au feedback client, c'est fondamental. Ne recrutez pas un sales. Pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment important qu'il apprenne à vendre. Moi, je me suis pris des grosses claques aussi parce qu'on n'apprend pas ça. Franchement, prenez-vous des claques, ça va durer 1 mois ou 2. Franchement, après, vous allez prendre votre discours commercial, vous allez avoir la bonne réflexion pour pouvoir aller plus vite, closer mieux. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence, je vous le garantis. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer à ses concurrents. Le lien avec cette phrase-là et cette recommandation, c'est de vraiment trouver votre pourquoi à vous. Je pense que moi, dans les formations Gros Hacking, on est très nombreux et en fait, on résout de la manière totalement différente. Moi, par exemple, je suis le seul formateur de ma formation. Je suis un bidouilleur, je suis quelqu'un qui va apprendre des choses sur le terrain, qui va essayer de faire gagner du temps aux gens. Les autres, peut-être les formations sont un peu plus scolaires ou un peu plus venus des experts, donc ils vont recruter des experts. Du coup, pour moi, il y a un lien un peu moins fort, etc. Donc, si je m'étais comparé à mes concurrents, j'aurais fait comme eux. Et si je fais comme eux, j'ai pas j'ai pas de différenciation. Et si j'ai pas de différenciation, je ne suis pas identifié dans un écosystème, tout simplement. Donc, quand vous faites, par exemple, une spécialisation dans le B2B, que vous mettez l'accompagnement, que vous mettez le suivi, et qu'en fait, vous essayez de créer votre offre par vous-même sans vraiment regarder les concurrents. Alors, au début, je pense que c'est quand même intéressant de regarder ce qu'ils font, mais d'essayer vraiment d'aller dans votre trajectoire. Les concurrents, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence. Pour moi, c'est juste des chemins et des solutions différentes par rapport à un persona et un ICP qui reflètent ce que vous voulez vendre et quel type de problème vous essayez de résoudre. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir quand on est entrepreneur, à plein de solutions, à plein d'idées. Franchement, essayez d'aller faire des choses qui sont très straight to the point, dès que vous pensez que c'est une bonne idée, franchement, testez-la. Passez pas beaucoup de temps. Je pense que si vous passez du temps à créer vos expérimentations, vous allez vous attacher en fait à votre expérimentation. Et plus vous vous attachez, plus vous avez peur de le lancer parce que vous avez honte et vous vous mettez la pression de la réussite de ce projet. D'où l'importance finalement pour moi de ne pas trop réfléchir et de faire plutôt que de réfléchir et lancez-le même si ce n'est pas parfait. N'y consacrez pas beaucoup de temps parce que vous allez vous attacher à ce que vous faites. Dès que vous commencez à vous dire et essayez de vous poser la question suivante, si je le lance demain, comment je me sens? Si vous vous sentez pas trop bien, pas à l'aise et que vous voulez raméliorer un truc sur votre site parce que ce n'est pas parfait comme vous voulez, c'est qu'il y a un problème. C'est déjà trop tard, donc soit vous le lancez vraiment demain, soit vous revenez dessus dans quelques mois et vous essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses. Voilà pour ces 12 points. Je voulais vraiment vous partager ça. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter si vous voyez d'autres choses que j'ai oubliées. Moi, je serais ravi d'avoir vos opinions sur ça. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en galère en ce moment ou si vous avez du mal à générer de la croissance, je serais ravi de vous aider. Si ce contenu vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais en faire d'autres, notamment sur la création de contenu, sur la viralité et sur tous les sujets entrepreneuriaux qu'on rencontre au quotidien, sur les levées aussi, pourquoi pas. Donc, je serais ravi d'en parler avec vous. Et puis, je vous redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!